Je teste ce soir pour la première fois devant vous le fameux micro Madonna. Je n'ai pas apporté de slip kangourou pour le lancer dans le public, mais j'ai le micro Madonna. Chers amis, merci d'être là. Merci d'être là à la Maison de la Poésie, en présence de mon bien-aimé complice, Dominique Kravic. Qui a apporté avec lui 2 de ses enfants, des ukulélés. Il y en a 2 parce qu'on aura besoin de leurs 2 tonalités. Exactement. Voilà, il va commencer avec le plus puissant d'entre eux, vous verrez, qui a un coffre métallique, et puis il enchaînera un peu plus tard avec les boiseries. Alors, il y a marqué sur cet écran légende. En effet, ce soir, il va être question de 2 livres qui sont parus, l'un tout récemment, l'autre il y a à peu près 2 ans, et qui portent ce titre, et chacun d'entre eux a un sous-titre. Le premier s'appelle « Dessiner dans les musées » et le deuxième s'appelle « Dormir dans les transports en commun ». C'est ces 2 livres que nous allons évoquer ensemble ce soir. Mais j'avais envie d'une chose. Je n'aime pas l'idée que vous soyez assis dans cette salle et moi sur cette scène sans qu'il y ait un lien véritablement charnel entre nous. Donc, j'ai sur moi, comme toujours, le carnet de croquis en cours. Je vais me permettre de le faire passer, par exemple, à ce monsieur du premier rang qui a une tête qui me revient. Il fera mine de le feuilleter alors qu'il le connaît déjà. Et il le passera à sa voisine, qu'il passera elle-même à son voisin. On verra où on en sera à la fin de la soirée. On a à peu près 1h30 à passer ensemble, si ça vous va, pour les plus patients d'entre vous. Et peut-être qu'à la fin, il aura abouti aux confins de cette salle. Voilà. Je vous encourage à une chose, c'est donc à feuilleter libéralement ce petit carnet. Mais la seule consigne, c'est de ne pas mettre les doigts sur les dessins, parce qu'aucun d'entre eux n'est fixé. Voilà. Nous sommes ici à la Maison de la Poésie. Et pour mériter ce label, je me disais que ce serait pas mal de vous dire, en préambule, pour ouvrir notre discussion sur le thème des musées, ce fameux poème de Baudelaire qui s'appelle « Les phares » et qui dit « Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants avec un doux souris, tout chargés de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital tout rempli de murmures, et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures, et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ, et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres comme des papillons errent en flamboyant, des corps frais et légers éclairés par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons ajustant bien leurs bas. Delacroix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéums sont un écho redit parmi le labyrinthe. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par 1000 sentinelles, un ordre renvoyé par 1000 porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdu dans les grands bois.
car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Il paraît que quand on a ouvert le portefeuille du général de Gaulle à sa mort, il y avait dedans le dernier quatrain de ce poème. Alors, la soirée que nous allons passer ensemble est teintée pour moi de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu un accès très privilégié, je dois dire, au musée d'Orsay en son jour de fermeture. Vous savez que vient d'y démarrer une exposition qui met en vis-à-vis Manet et Degas. Pas mal. Je ne saurais trop évidemment vous encourager à voir cette exposition. Elle est éblouissante. J'en suis encore plein. J'ai eu une conversation formidable au moment d'en sortir avec le gardien de la dernière salle, qui s'est avéré être un sculpteur sur bois, un type d'une grande finesse. Et on a parlé tous les deux de, lui, de cette pratique, de la pratique qu'il avait de cette exposition, qu'il garde donc, et qu'il a le temps d'arpenter. Et moi, du parcours que je venais d'y faire, et qui m'avait, je dois dire, tiré des larmes. J'ai la larme facile, mais on pleure assez volontiers en écoutant des musiques poignantes. Moi, je pleure systématiquement, presque systématiquement, devant la grande peinture. Il y a un moment où, je ne sais pas à quoi attribuer ça, c'est peut-être le travail qui me fait ça. Souvent, c'est le travail, le grand travail, qui tout d'un coup me prend à la gorge. Parfois, ça peut être aussi un regard. Il y avait des portraits de Berthe Morisot aujourd'hui par Manet, absolument irrésistibles. Et puis, évidemment, il y avait Degas. Cette danseuse de Degas qui examine son pied droit, elle n'était pas présente dans l'exposition. Je l'ai vue il y a quelques années à la Tate Gallery à Londres. Ça, c'est l'envers du dessin. Et j'ai souvent la mélancolie de constater que mes dessins sont plus beaux à l'envers qu'à l'endroit. J'aime bien ce côté fantomatique qu'elle a là. Et c'est une constatation que fait aussi mon camarade Frédéric Lemercier quand on fait ensemble nos livres, puisqu'il a contribué à leur mise en page. Et c'est souvent lui qui m'encourage en me disant « mais regarde quand même, c'est pas mal, si on la mettait au dos du livre ». Donc elle est sur la 4e de couverture. Ce monsieur s'appelle Horace Brodsky. C'est un écrivain, un peintre d'origine juive polonaise, mais étrangement né en Australie. Je ne sais pas pourquoi. Il a été très copain avec un dénommé Henri Gaudier-Brechka, dont j'ignorais tout, jusqu'à ce que je rencontre mon ami Alan Cope, à qui certains d'entre vous savent que je consacre depuis quelques années un cycle biographique. Et la première fois que j'ai passé une soirée avec Alan, il m'a mis entre les mains la monographie que Horace Brodsky a écrite sur son camarade Gaudier-Brechka, qu'il a eu la douleur de perdre à 23 ans, puisque Gaudier-Brechka est mort sur le front pendant la guerre de 14, en 1915. Malgré son nom qui sonne exotique, il n'avait rien de slave, il s'appelait Henri Gaudier, il était né près d'Orléans, mais il a eu une histoire d'amour avec une femme qui avait, je crois, une vingtaine d'années de plus que lui, qui s'appelait Madame Brechka, et ils ont décidé d'associer leurs noms. Henri a sculpté ce buste d'Horace Brodsky, et emporté par son enthousiasme, il l'a scarifié sur le torse, avec 2 dessins qui représentaient visiblement un principe masculin et un principe féminin. Une autre sculpture de Gaudier-Brechka, une danseuse, qui dans sa version originale est rouge, mais ce jour-là j'avais du bleu, comme disait Picasso, donc j'ai fait une danseuse bleue qu'il faut que vous imaginiez rouge. On parlait de Picasso, le voilà. Il est réputé avoir laissé un certain nombre de ses compagnes dans l'existence en fâcheuse posture quand il les a quittées. C'était le cas de Fernande, qu'il a représentée très cabossée. Je ne sais pas si c'était en prévision
des affres qu'il allait lui faire subir. Mais le fait est que c'est un portrait de Fernand d'Olivier qui était par ailleurs ravissante. On ne se rend pas forcément compte ici, mais cette sculpture est très impressionnante et elle est elle aussi à la Tate Gallery à Londres. Ça, c'est un portrait de Matisse qui voisine dans la même salle, dans mon souvenir, avec la Fernand d'Olivier de Picasso, et il est de Derain. C'est un Matisse qui n'est pas encore malade, qui est relativement, visiblement très svelte, avec sa belle barbe. Et là, alors vous le comprenez, il s'agit d'une déambulation dans un musée, donc on passe un peu du coq à l'âne, et on se retrouve là à la fois dans le shtetl et également du côté de Château-Thierry, puisqu'il s'agit là d'une illustration que Chagall a créée pour les Fables de La Fontaine. Et on va demander au ukulélé de Dominique de bien vouloir nous dire une phrase à son goût, soit en russe, soit en yiddish. Spasiba. Vous verrez en feuilletant le petit carnet qui a déjà progressé, je vois, parmi vous, qu'à la toute fin, les dernières pages, elles sont porteuses de croquis que j'ai fait donc aujourd'hui même au musée d'Orsay devant les tableaux de Manet et de Degas. Et tout ce qui illustre les dessins que vous voyez ici ce soir, c'est le bonheur qu'il y a à dessiner dans les musées. C'est-à-dire à avoir sur soi un petit carnet, plus ou moins du format de celui que vous manipulerez, et à s'arrêter régulièrement devant un tableau, non pas généralement pour en copier le motif principal, mais parfois un détail, qui nous adresse un clin d'œil. Ce clin d'œil est difficile à définir dans la mesure où il différerait d'un individu à l'autre. On ne s'arrêterait pas tous pour les mêmes raisons devant un tableau. On s'en rend compte quand il nous arrive de discuter d'ailleurs de pair devant un tableau. On voit que généralement on n'y voit pas les mêmes choses et qu'on ne l'apprécie pas pour les mêmes raisons. Mais la possibilité d'avoir un petit carnet et de refaire brièvement les gestes que le peintre qui nous a précédés, 50 ans, un siècle, ou 10, ou 20, auparavant, ça a quelque chose d'extraordinairement... ça abolit le temps. Voilà ce que je veux dire. On est d'abord devant le tableau, grosso modo, à distance de peintre, c'est-à-dire qu'en tendant la main, pour peu qu'elle soit munie d'un pinceau, on atteindrait la surface du tableau. C'était très exactement mon cas aujourd'hui, parce que j'avais en plus, comme je vous l'ai dit, le bonheur d'être dans un relatif isolement. J'ai été seul pendant un long moment face à l'Olympia, ce qui ne m'était jamais arrivé. Je ne parle pas du boulevard des Italiens, évidemment, je parle de l'Olympia de Manet. Et il y a un moment où on réalise que le peintre s'est tenu très exactement, nécessairement, à un moment ou à un autre, à l'endroit où on était, pour apprécier ce qu'il était en train de faire, à divers stades de l'évolution de ce tableau. Donc à des moments où ce tableau était à peine commencé, ou à moitié fait. Et notre esprit, petit à petit, se prend au jeu, recrée cet état d'inachèvement. Et à mesure qu'on refait soi-même les gestes sur la feuille, on sent, si tout va bien, une espèce d'entente, je ne sais pas comment dire autrement, de complicité, qui n'est pas réservée à la caste des dessinateurs et des peintres. Je pense que quiconque a sur soi un petit carnet dans une exposition serait bien inspiré, selon moi, d'essayer non pas de reproduire ce qu'il a devant les yeux pour obtenir un résultat ressemblant, comme on dit, mais pendant un moment, d'essayer de se concentrer sur ce qu'il voit pour le regarder différemment du temps et de l'attention qu'on accorde d'ordinaire au tableau de passage, si j'ose dire. Le dessin oblige à s'arrêter, oblige à une certaine concentration, oblige à une certaine analyse, et si on se plie à cet arrêt, à cette concentration, à cette analyse, on passe un temps plus plein
Et ce qu'on rapporte chez soi est généralement plus charnel, plus incarné que si on ne fait que passer. Ce monsieur a visiblement inspiré Frederick Lord Leighton, qui était un peintre de l'ère victorienne parmi les plus fameux d'Angleterre. Il a d'ailleurs présidé la Royal Academy. Il était donc visiblement très influencé par la sphère grecque antique. Ce personnage s'appelle le paresseux. On sent qu'il n'est pas toujours paresseux, parce qu'il lui arrive tout de même d'exercer son anatomie, qui est assez flatteuse. Et ça, c'est une autre sculpture de Frederick Leighton, aussi visible à la Tate Gallery, où on voit un athlète en train de se battre avec un python. C'est l'occasion peut-être de demander à notre ukulélé de bien vouloir nous dire une phrase en grec. Il parle décidément toutes les langues, c'est merveilleux. On retrouve Degas. Là, on est pris à la Tate Gallery. J'ai eu une autre bonne fortune. J'ai été invité à l'Ashmolean Museum d'Oxford à pénétrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans leur cabinet des dessins, où on vous remet un ustensile qui était encore relativement inusité parmi nous à l'époque, mais qu'on a tous maintenant au fond de nos poches, qui est le masque, et puis aussi une paire de gants blancs. Et on peut soi-même manipuler les dessins en ouvrant des boîtes qui sont distribuées le long des étagères. Et sur ces boîtes, il y a marqué Constable, il y a marqué Degas, il y a marqué Léonard de Vinci. Et on peut demander à ouvrir ce qu'on veut. C'est Noël pendant l'heure ou l'heure et demie qu'on passe dans ce lieu. Et on manipule soi-même les dessins, on les pose sur un petit lutrin et on a la possibilité de les observer à loisir et même de les dessiner. Encore Degas. Et ici, un joueur de ukulélé du XVIe siècle, qui est l'œuvre, ou peut-être d'ailleurs de la toute fin du XVe. Je ne sais pas si ce dessin est précoce dans la vie du Pérugin, mais il s'agit d'un dessin du Pérugin. Le Pérugin étant un contemporain exact de Léonard de Vinci. Ils ont d'ailleurs eu plus ou moins les mêmes maîtres, qui ont été Verrocchio, Piero della Francesca, le fameux PDF. Et donc, il y a ce personnage très gracieux, c'est peut-être l'occasion à Dominique. Une petite phrase en italien. Petite tarentelle, ah oui. Ravissant. Ce petit poutot qui attend son café crème au comptoir, là, il est de Raphaël. Et là, sur une même feuille, il est rare que je fasse deux dessins sur une même feuille, mais en l'occurrence, ce carambole, une poule d'un dénommé Charles Jacques, qui a été un peintre de Barbizon, c'est-à-dire de la deuxième partie du XIXe siècle, contemporain de Corot, de Courbet, de Millet. Et puis en dessous, il y a une licorne de Léonard, justement, qui a l'air un peu en... On ne sait pas si elle est en mauvais point. Elle a l'air à flanc de montagne, comme ça, et peut-être de se mirer dans une petite pièce d'eau. Bon, je dois dire évidemment qu'avoir... on tremble, quel que soit le peintre ou le dessinateur de l'histoire dont on se saisit d'un original. C'est un moment de grande sensualité, je ne sais pas comment dire. Il y a une timidité qui s'empare de nous. Et il y a un lieu de Paris qui est remarquable parce que c'est un cabinet des dessins en libre service et disposition, si j'ose dire.
c'est le musée Gustave Moreau. Au dernier étage du musée Gustave Moreau, quand on a monté le fameux escalier à vis magnifique, on aboutit dans une très belle dernière salle où, sous des fenêtres, dans des volets coulissants qu'on peut manipuler soi-même, il y a un nombre considérable de ces dessins, dont ce personnage. Alors, plus coq à l'âne que jamais, on passe du côté des Flandres, et c'est un petit détail du fameux tableau de Bruegel l'Ancien qui s'appelle « Les chasseurs dans la neige », une des 6 saisons de Bruegel, puisqu'en ce temps-là, il n'y avait pas 4 saisons, mais 6. On identifiait un avant-printemps d'un printemps, un avant-été d'un été. Là, on est évidemment en plein hiver, dans des hivers en plus qui se sont signalés par une extraordinaire rudesse. Il y a eu une sorte de période glaciaire comme ça. Et Bruegel nous présente un pays qui en fait est peuplé de ses contemporains flamands, mais qui n'a rien de flamand, puisque généralement, comme vous le savez, il est très accidenté. Ce sont des pays de haute montagne que nous présente Bruegel, puisque Bruegel, qui a vécu une 40aine d'années, ce qui est invraisemblable quand on songe au patrimoine que nous ont laissé ces peintres, est un homme qui a beaucoup voyagé et qui est allé, pense-t-on, jusqu'au détroit de Messine, c'est-à-dire jusqu'à la Sicile, venant de ses Flandres natales, avec son bâton de pèlerin, en dessinant, en peignant, en rencontrant des peintres, en se laissant évidemment énormément imbibé, influencé par la peinture italienne. Et donc on retrouve dans ces tableaux, même quand ces tableaux ne représentent pas des montagnes, comme par exemple la fameuse tour de Babel, elles ont des allures comme ça de concrétion montagneuse. Et il y a un tableau où la montagne est particulièrement à l'honneur, c'est la conversion de Saül, qui va devenir Paul, donc, sur son fameux chemin de Damas. On sait tous qu'il tombe de son cheval quand il est saisi par la révélation divine. Et comme souvent chez Bruegel, l'événement est totalement minoré dans la toile, c'est-à-dire que c'est un tout petit détail qui est au centre de la toile. Et le premier plan, le décor ont une importance considérable, et la scène qui donne son titre au tableau est presque une anecdote. Et au premier plan, alors là vous le voyez en contre-plongée, mais vous voyez malgré tout, étant donné la facture du dessin, qu'on le regarde par-dessus, ce qui est une vision assez western, je trouve, assez Sergio Leone. Il y a ce personnage qui a un magnifique manteau jaune. Le manteau que vous lui voyez là est d'un superbe jaune. Je vous encourage à aller voir la conversion de Paul en sortant sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Et vous verrez cet admirable tableau qui est à Vienne. Et puisqu'on parle de la conversion de Paul, en voilà une toute autre version que nous a donnée le Caravage, qui là, pour le coup, abolit presque entièrement l'environnement dans un clair-obscur dont il avait le secret, et fait tomber donc Paul au premier plan, et toute la focale du tableau, toute l'attention se concentre sur l'admirable flanc de ce cheval, tableau qu'on peut voir non pas dans un musée, mais dans une église, à Sainte-Marie du Peuple, Santa Maria del Popolo à Rome, Piazza del Popolo, au pied des jardins de la Villa Borghese. Alors là, exceptionnellement, je n'ai pas copié ce tableau face à lui, comme ça a été le cas donc, de tous les dessins que vous avez vus précédemment, mais il s'agit de ces églises où il faut mettre des ronds dans un tronc pour déclencher la lumière, et quand on arrive au bout de sa grenouille, on est obligé de tourner Kazakh parce qu'on n'y voit plus rien. Donc je me suis acheté une carte postale et le soir même, dans ma chambre, j'ai copié la carte postale. Même chose pour la vocation de Saint Matthieu, qui est dans une autre église romaine, à Saint-Louis des Français, Saint-Luigi dei Francesi. Et c'est une vocation qui ressemble plutôt à un enrôlement, en quelque sorte. Matthieu est en train de taper le carton, de se livrer à des jeux d'argent et de hasard. Et Jésus entre et le désigne du doigt et lui dit toi, viens par ici. On sent que la vocation n'est pas encore très affirmée parce que
Mathieu dit c'est moi dont tu parles? Alors pourquoi on copie? D'abord, on tombe en admiration de certaines œuvres et on est tellement frappé par la virtuosité des peintres et des dessinateurs qui nous ont précédés qu'on se demande si on va arriver avec, en l'occurrence de pauvres outils, mais à en restituer quelque chose d'approchant. Donc c'est évidemment une action de grâce pour essayer de se rapprocher d'un idéal, de quelque chose qui nous paraît clairement inaccessible, mais dont on souhaite, encore une fois, comprendre certaines arcanes, percer à jour certains secrets. Et donc, on dessine. Et puis, ça, c'est les raisons un peu intellectuelles qu'on se donne avant de se lancer. Quand on est dedans, on se rend compte qu'on est dans une volupté de la lumière, des formes, du clair-obscur, qui nous fait presque oublier qu'on est face à de la peinture et qui nous met dans l'état dans lequel on est quand on est face à un beau morceau de nature qu'on est en train de reproduire. On est face à la beauté. Elle a toute l'illusion du mouvement, mais elle nous fait la grâce de se tenir tranquille, de rester immobile depuis des siècles, et donc on peut la contempler à l'envi et la dessiner. Voilà. Alors on saute de Rome, nous étions à Bruges, et on se retrouve face à une terre cuite qui représente un buste de Charles Quint. Charles Quint, c'est facile, il est né avec le XVIe siècle, en 1500, donc sur ce buste, il a 15 ans, on est en 1515, la seule date peut-être que nous autres connaissons de notre propre histoire, moment où François Ier est en train d'échanger quelques horions avec des Suisses dans la banlieue de Milan, et Charles Quint est déjà duc de Bourgogne, donc c'est un Habsbourg, il est fils d'un archiduc d'Autriche et de Jeanne la Folle, reine d'Espagne, et il a le type physique de sa famille, c'est-à-dire déjà un menton en galoche qui ne va pas s'arranger avec les générations un peu trop consanguines qui le suivront, vous le constaterez au prochain dessin. Mais je trouve qu'il a un charme à tomber par terre, il a vraiment le charme de la jeunesse. Et on retrouve dans ces bustes polychromes la tentative qu'avaient ces sculpteurs d'essayer de restituer la vie de la manière la plus hyper réaliste possible. Voilà son arrière-petit-fils, je crois, qui est Philippe IV d'Espagne, et qui était, je crois, une fine mouche, mais qui n'était pas très gâté physiquement. En tout cas, c'est comme ça que l'a représenté Velázquez. Et je dis dans mon bouquin qu'il fallait vraiment que aussi bien Velázquez que Goya soient les véritables souverains des cours qu'il dessinait pour avoir le front de représenter les rois et les reines tels qu'ils étaient. Toujours dans cette même maison Grutuse à Bruges, où nous avons croisé Charles Quint, il y a de jolis anges comme ça, qui se mêlent à des pièces de mobilier, de la poterie, de la ferronnerie. J'aime bien les musées maisons, parce que l'empereur devient un bibelot, et puis les bibelots prennent un peu de la majesté impériale. Pour aérer un peu mon propos, je vous montre une petite vue de Bruges prise depuis le Beffroi, un des clochers des nombreuses églises de Bruges. Ce jour-là, à la maison Grutuse, un touriste anglais est entré, et j'ai donc été témoin de cette petite scène. Il s'est dirigé vers le comptoir et il s'est adressé en français à l'homme qui l'a accueilli et qui était flamand, ce qui était déjà une circonstance aggravante. Et il lui a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans ce musée ?» Et l'homme de l'entrée a dû se sentir traité avec un peu de dédain. Donc il s'est redressé avec une certaine superbe et il lui a dit « Il y a tout !» On est toujours dans Bruges et on surprend chez Jérôme Bosch
ce moine démoniaque en train de marteler un coccyx, au lavis cette fois-ci. Donc j'ai sur moi, je ne sais pas si j'en ai aujourd'hui, ça vaudrait le coup que je regarde. J'ai ma petite trousse que j'avais tout à l'heure pour dessiner au musée d'Orsay. Et ça c'est un pchit-pchit, un spray. Est-ce que ce serait marrant que vous voyiez, ce sont des choses qui normalement se préparent, mais bon. J'ai peut-être ici, oui voilà, ce que les copains de mon atelier appelaient mes pingouins enrhumés. Et ce sont des petites pipettes nasales. On utilise ça généralement quand on est enrhumé et qu'on veut se faire une petite ration comme ça, une petite ripée d'eau de mer. Et donc moi je récupérais ces trucs-là, c'est très pratique, c'est étanche, on peut les farcir d'eau pure ou d'eau teintée, et avec ça, on est toujours prêt à dessiner en toutes circonstances, si on a sa trousse d'urgence sur soi, évidemment. Ah, alors ça, cette Salomé, extraordinaire Salomé, c'est Memling qui l'a peinte, pour une chapelle consacrée à Saint Jean dans un hôpital de Bruges. Et elle s'inscrit dans un triptyque, elle est dans la partie gauche de ce triptyque, et ce triptyque est donc consacré aux deux Saint Jean, le Baptiste et l'Évangéliste. Le Baptiste, le pauvre, il est dans l'état dans lequel vous le voyez. Salomé a fait sa danse des 7 voiles qui lui a été fatale, et Hérode a réclamé qu'on lui coupe la tête. Et donc le bourreau qui vient de s'exécuter, sur la partie gauche, que vous ne voyez pas ici de l'image, il y a le corps de Saint Jean-Baptiste sans sa tête. Le bourreau a encore son épée en main, et de la main droite, comme s'il allait donner une sorte d'uppercut à Salomé, le bras tendu, dans un geste très violent, il pose la tête sur le plateau. Et la répulsion, la répugnance de Salomé, qui a un visage à peu près impassible, est uniquement illustrée par un léger désaxement de la tête. Je ne sais pas si vous le percevez. Elle a un léger mouvement de recul. C'est extraordinaire de traduire des sentiments et un moment d'une telle puissance et d'un tel tragique avec une aussi grande économie de moyens. C'est incroyable. Et au centre donc, de ce triptyque, il y a une Vierge en majesté avec une Sainte Catherine, les deux Saint Jean cette fois-ci regroupés, avec des épisodes comme on faisait volontiers à l'époque derrière eux, qui racontent, qui narrent leur histoire. Et sur la partie droite du triptyque, le dernier volet, il y a donc le Saint Jean évangéliste, qui, lui, est en train d'observer et de copier, pour ainsi dire, sur le motif, l'Apocalypse. Il assiste à l'Apocalypse, qui est extraordinairement représenté aussi, avec des moyens presque psychédéliques, des couleurs très très vives, et il a son parchemin, il a son carnet, son livre ouvert blanc sur les cuisses, prêt à recopier l'Apocalypse. Je ne sais pas, j'ai oublié d'où viennent, c'était toujours à Bruges, mais j'ai oublié qui est l'auteur de cette peinture qui représente le bœuf et l'âne. En tout cas, j'en ai prélevé le bœuf et l'âne, et j'aime bien leur tête. Ils n'ont pas l'air d'accueillir le Christ de manière très amène. L'un a le regard torve et l'autre carrément hostile. Ce n'est pas le cas de cette petite tête de mort de Jérôme Bosch, qui elle, se fend bien la pipe après l'avoir cassée. Bon, des silhouettes qu'on croise dans les tableaux, extraordinaires, avec des barbus tels qu'on pourrait en croiser aujourd'hui, mais ils ont les jambes de Marlène Dietrich et de Sid Charisse. Et ils viennent vers nous avec un naturel extraordinaire. On a l'impression qu'on les a croisés. Ce peintre s'appelle Salomon Mesdar et il a dessiné ce Tintin. J'ai été absolument frappé en voyant ce portrait de voir à quel point ce jeune personnage, dont j'ai oublié le nom, ressemblait à Tintin. Bon, là, on a le délicieux Franz Hals. Chaque fois qu'on voit des peintures de Hals, j'en ai vu encore à Berlin l'hiver dernier, où à la Gemälde Galerie, il y a une salle entière et vaste consacrée à la peinture de Hals. On est toujours frappé par la santé de cet homme,
sa capacité... on sent la camaraderie. On sent quelqu'un qui est capable d'établir avec ses modèles une relation de proximité, de partage de bonne chère. On sent qu'ils viennent de boire un coup ou qu'ils vont le boire. Et là, j'ai fait un grand péché, je dois dire, c'est que j'ai dissocié un couple. En fait, il s'agit d'un tableau de mariage, là. Et si le bras gauche de cet homme est légèrement interrompu, c'est qu'à cet emplacement doit se trouver normalement la main de sa femme. Et le portrait féminin, je ne sais pas pourquoi, j'ai sans doute pas eu le temps de le faire ce jour-là, le portrait féminin est absolument délicieux aussi. Et il respire une joie de vivre extraordinaire. Toujours Hals, ça c'est la Malebab, c'est-à-dire la folle. Et elle a en effet un rictus, mais même elle, il la regarde avec une sorte d'identité, de sympathie, de proximité que je trouve extraordinaire. Ce peintre s'appelle Bartholomeus van der Helst et il a fait le portrait extraordinaire de ce fils de notable anversois, je crois, ou peut-être brugeois. Et c'est amusant parce qu'il existe un portrait de son père, et son père est un protestant extraordinairement sévère, émacié, et voilà le rejeton. Et on utilise souvent ce pauvre jeune homme pour essayer d'illustrer la décadence des mœurs dans la communauté protestante de cette époque. Ça, c'est un dénommé Jan Steen qui dessinait volontiers des gens bourrés. Et il a fait énormément de peintures à boire, et on sent que celui-là a le vin triste. Ça, c'est Peter Sandredam qui dessinait donc des scènes d'intérieur d'église. Et je vous parlais tout à l'heure du bonheur particulier qu'il y a à attraper un petit détail dans un tableau, pas se frotter au tableau, c'est inutile, je n'aurai pas le temps, mais soustraire un petit détail et l'emporter chez soi. Là, en l'occurrence, peu de temps auparavant, j'avais fait le petit Tintin que vous avez vu, et j'ai eu l'impression d'avoir affaire au capitaine Haddock, là. Donc, je l'ai dessiné pour qu'il ne soit pas séparé. Bon, Rembrandt, un portrait de Titus. Tous les portraits de Rembrandt, que ce soit ceux qu'il a fait de sa femme ou de son fils, je parle là des portraits de famille, sont tous des portraits extraordinairement bouleversants, comme le sont d'ailleurs ses autoportraits. Là encore, inutile de dire pourquoi, parce que Rembrandt nous coupe la chic. Les portraits de Titus sont vivants pour les siècles des siècles et pour l'éternité. Alors, un petit tour par Delacroix dont on parlait tout à l'heure. On est au moment donc de la guerre d'indépendance grecque qui essaye de se soulever contre l'Empire ottoman, et on sait que nombre de peintres et d'écrivains se sont emparés de ce motif pour essayer de rameuter l'opinion internationale et celle des dirigeants en faveur de la Grèce pour qu'on envoie des vivres, pour qu'on envoie des armes. Enfin, ça nous rappelle quelque chose, et ça nous rappelle éternellement quelque chose. Et donc, parmi les efforts qu'a fait Delacroix, il y a cet admirable portrait de cette jeune orpheline au cimetière, qui est une étude à l'origine pour les massacres de Scio, ou de Kyo, je ne sais pas comment on prononce. Et j'en ai toujours pincé terriblement. Et il faut dire une chose, c'est qu'on tombe assez volontiers amoureux d'acteurs ou d'actrices de cinéma, mais dans l'enfance, il y a certains tableaux qui nous tapent dans l'œil à un point tel que on ne peut pas appeler ça autrement, on en pince vraiment on y revient éternellement au cours de sa vie. Il y a dans ces tableaux emprisonné quelque chose qui convient à notre cœur, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous attire. Et une des manières qu'on a d'essayer de prendre ces gens dans les bras, c'est de les dessiner soi-même, c'est de les copier. Donc j'ai fait bon nombre de copies de ce tableau, sans jamais réussir d'ailleurs à capter le visage de cette jeune femme. Là, comme l'original n'est pas à côté, elle ne souffre pas trop de la comparaison. Mais s'il était là, vous vous rendriez compte qu'une fois de plus, je me suis planté. Alors, je dois dire que pour copier, je n'utilise jamais les moyens du peintre. Là, en l'occurrence, c'est un fusain. J'essaye souvent de copier avec de tout autre matériau. Ça, c'est la petite table de peinture de Delacroix qu'on voit à son musée de la place Fürstenberg. Et je dois dire qu'il
il y a 2 objets que je barboterais bien. L'un qui existe encore, qui est cette table de peinture de Delacroix. Je dois dire, j'aimerais bien m'en servir. Et puis l'autre n'existe plus, et c'est une autre table à couleurs, en l'occurrence plutôt une armoire de couleurs. C'était celle qui abritait les pigments et les pots de peinture de Vassili Kandinsky à Neuilly au moment de sa mort. Ça, c'est un portrait de Jenny Le Guillou. Jenny a été la gouvernante de Delacroix, mais il disait « c'est l'être au monde qui m'a le mieux compris », donc ils avaient une relation extrêmement intime. On voit dans son journal à quel point il se fait du mouron pour la pauvre Jenny, qui faisait des rhumatismes. Dès qu'il y a eu un train pour les emmener à Dieppe, ils sont allés prendre les eaux, ils louaient une maison avec un four. Delacroix se prenait de passion pour son four, ils faisaient toutes sortes d'expériences culinaires avec Jenny. Et comme souvent avec les gens pour lesquels on se fait du mouron, ils nous enterrent. Donc Delacroix est mort le premier, et Jenny l'a suivi d'un an ou 2, je crois, dans la tombe, et ils sont à quelques mètres l'un de l'autre au Père-Lachaise. Et pour ce qui est de la danse de Jacob avec l'ange, qu'on peut tous voir, non pas dans un musée à Paris, mais comme vous le savez, à la chapelle des Saints-Anges, à droite en entrant dans l'église Saint-Sulpice, cette chapelle des Saints-Anges, c'est vraiment le chemin de croix de Delacroix, si j'ose dire, parce qu'il y a laissé sa peau. Ça a été ses derniers travaux. Et c'est la raison pour laquelle son atelier se trouve place Furstenberg. C'était pour être près de la place Saint-Sulpice et pouvoir s'y rendre quotidiennement, en faisant un minimum de chemin. Et Delacroix donc, a fait là un Héliodore chassé du temple, un Saint-Michel terrassant le dragon, à moins que ce ne soit Saint-Georges, je ne sais plus. Je crois que c'est Saint-Michel. Et donc le fameux combat de Jacob avec l'ange. Je trouve qu'il a des faux airs de tango. On pourrait peut-être demander à Dominique de nous dire une petite phrase en argentin, s'il a ça sous la main. Merci, maestro. On a fait un sort au premier volume de Légende, et avant de passer au second, histoire tout d'un coup de déchaîner les foudres, on a décidé, Dominique et moi, de vous interpréter un petit standard qu'on aime bien tous les deux. Et ça va nous permettre de nous dépenser un peu, et vous, éventuellement, d'avoir envie de claquer des doigts, je ne sais pas. Oh, ain't she sweet, just walking down the street. Well, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Oh, ain't that nice to look her over once or twice? Well, I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh, me, oh, my, ain't that perfection? Whatever, boy, I repeat. Don't you think that's kinda neat? Well, I ask you very confidentially, ain't she sweet, chauffe? Ain't she sweet? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, ain't that perfection?
Wabba-dabba-pow, I repeat. Don't you think that's kind of neat? Well, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Well, I ask you very confidentially, ain't she sweet? Tu déchaînes les passions. Hein. C'est totalement gratuit, mais c'est pour ça que c'est bon. Tu déchaînes les passions. Hein. Tu déchaînes les passions. Chers amis, passons à ce deuxième volume de légende qui s'appelle « Dormir dans les transports en commun ». Donc, c'est pas un mot d'ordre que je vous donne, mais après tout, pourquoi pas. On va commencer par égrener quelques images de gens qui, comme le titre l'indique, dorment dans les transports en commun. Qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, le petit carnet qui m'arrive d'avoir dans les musées, je l'ai en fait toujours sur moi, y compris quand je suis dans le métro, dans le train, dans l'autobus, dans l'avion. Et moi comme vous, nous avons vu au cours de notre vie des gens roupillés et il nous est arrivé de nous livrer nous-mêmes à ce vice innocent. Et pour peu que vous ayez eu le culot, somme toute, de dévisager ces gens, parce que même, et peut-être a fortiori quand les gens dorment et sont dans cette espèce d'état d'abandon, on a peut-être d'autant plus de scrupules à les regarder. Or, moi je me protège de ces scrupules en me donnant une mission qui est de me rapprocher d'eux donc par le biais du dessin et de cette manière de créer une intimité entre moi et eux qui se poursuit ensuite pendant des années, puisque les ayant emportés chez moi, je peux entretenir au fil des ans une conversation. Et je ne saurai jamais leur nom, puisque ces gens, je ne les réveille pas. Mais je me donne l'impression, au fond, d'en savoir assez long sur eux, parce que j'ai posé des questions muettes à la forme un peu bosselée de leur front, à leurs pommettes, à la manière dont leurs sourcils masquent plus ou moins les yeux au moment où ils dorment, etc. Donc, dans un certain recueillement, je vais égrener ces visages en me taisant, et Dominique, pendant ce temps-là, va improviser une sorte de petite berceuse. Celui-ci mérite qu'on revienne vers lui. Ça fait partie des personnages que je dessine sans regarder ma feuille, ce qui est un exercice auquel je me livre assez volontiers. Ça donne quelques distorsions, mais je suis frappé de constater qu'il y a quand même au final toujours une ressemblance.
Merci Dominique. Nickel. On va attaquer la dernière séquence du moment que nous passons ensemble ce soir. Et pour ce faire, je vais demander à nos camarades de la régie de bien vouloir changer de fichier informatique. Et je vais mettre ce sac sur mon dos. Ça t'en va? Et vous raconter une petite histoire. En regroupant avec mon ami Frédéric tous ces visages endormis, m'est venue l'idée d'aborder un thème qui a tendance à se faire plus pressant à mesure qu'on avance en âge, qui est celui de la disparition des êtres que nous aimons bien, et des êtres en général. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce sujet, la vie, qui n'est jamais avare de travaux pratiques, m'a privé de ma mère. C'était donc il y a 2 ans, et je dois à ce sujet vous raconter une petite histoire très amusante qui m'est arrivée dans la ville de Bois-Colombes il y a 2 jours. C'était hier. C'était hier, Bois-Colombes. Ou avant-hier, je ne sais plus. Bref, nous étions à Bois-Colombes pour un tout autre exercice que celui auquel je me livre ce soir. On donnait un Ariol show. Oh, t'aurais bien aimé être là pour l'Ariol show. On s'est bien marré. Et le matin même, mon camarade Marc Boutavant et moi, on signait nos livres à l'hôtel de ville de Bois-Colombes. Et il y avait donc de files de gens qui se présentaient devant nous pour nous faire signer des livres. C'était très agréable. Il y avait notamment un papa avec sa fille qui devait avoir à peu près 20 ou 21 ans. Elle était étudiante aux Beaux-Arts de Lyon et elle a souhaité me parler un peu de ses études d'art. Donc on a pris le temps de le faire, c'était très agréable. Et le papa m'a abordé, lui, en me disant des choses confondantes de gentillesse sur mon travail. J'avais plus un poil de sec, je trouvais ça vraiment absolument délicieux. Et il s'est interrompu parce qu'il a fallu qu'en tant que bénévole sur ce festival, il se rende sur un autre stand. J'ai regretté parce que j'aimais bien ce qu'il était en train de me raconter. Et il m'a fait dédicacer son album et il m'a dit « Je m'appelle Emmanuel ». Donc on s'est fait un petit clin d'œil. J'ai dédicacé un album à Emmanuel en signant Emmanuel. Et puis j'ai terminé ma séance de dédicace. Je suis allé voir un autre copain qui signait un peu plus loin. Et alors que j'étais auprès de ce copain, j'ai vu revenir vers moi ce monsieur qui m'a dit « Écoutez, je dois vous poser une question, je m'en voudrais de ne pas le faire. Est-ce que vous vendriez un original de votre cycle consacré à votre ami Alan Cope? C'est pour moi ce qu'il y a de plus important dans ce que vous avez fait, c'est ce qui me touche de plus près, et je voudrais avoir un dessin d'Alan Cope chez moi. » Et je lui dis « Je ne vends pas les originaux du travail consacré à Alan. Pour moi, c'est un corps. C'est le sien, si j'ose dire. Et quand ce travail sera achevé, j'en ferai don à une institution où il sera conservé tel quel, mais je n'imagine pas de démembrer mon ami en enlevant une page de ci, de là. Et il avait l'air évidemment un peu déçu. Mais je lui dis, en revanche, ce que je peux faire, ne vendant pas de dessin, c'est, puisque vous êtes sympathique comme vous l'êtes, c'est de vous en donner un. Alors, il tombait de haut. Et tout de suite, il s'est confondu en dénégation en me disant « Oh non, c'est pas possible, je ne peux pas accepter une chose pareille, vous ne pouvez pas me donner un dessin, il faut absolument une contrepartie. » Alors je dis « Si vous souhaitez absolument qu'il y ait une contrepartie, dites-moi quel est votre métier, on peut peut-être faire du troc. » Je trouve ça rigolo. Et il m'a dit « Je travaille chez Rolex. » Vous voulez une Rolex ? Alors, je suis pris d'une impulsion, je lui dis non, je ne veux pas de Rolex. Ça l'a surpris, ça aussi. Mais je lui dis, par contre, je porte la montre de ma mère. Et un chiffre vient de se détacher. Et il navigue sous le cadran, entre la vitre et le cadran. Et je m'apprêtais à me rendre chez mon horloger de quartier pour me le faire fixer, mais ça m'amuserait d'aller chez Rolex avec ma petite montre. Et puisque vous êtes horloger, si vous le voulez bien, mais il me dit, mais rien de plus simple. Ça, un petit coup de colle, ce sera fait en 30 secondes. Ben, je lui dis, voilà,
j'ai ma contrepartie. Je viendrai chez vous, je vous apporterai un petit dessin original d'Alan, et vous me recollerez ma montre. Et il fond en larmes, ce monsieur. Et il me dit, c'est bouleversant que vous portiez la montre de votre mère. Et il me dit, moi j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Oh, je lui dis, moi aussi j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Il me dit, vous savez, c'est dur, hein, on était très fusionnels, elle et moi. Ah, j'ai dit, oui, on était très fusionnels, nous aussi. Et j'étais son fils unique. Ben, écoutez, croyez-moi si vous voulez, mais moi aussi j'étais son fils unique. Alors je suis pris d'une impulsion et je lui dis, où êtes-vous né? À Paris. Moi aussi. Dans quel arrondissement? Le 12e. Moi aussi. Il me dit, mais la maternité n'existe plus. Moi non plus. Je lui ai dit, c'était la maternité de l'hôpital Saint-Antoine. Ouais. Alors là, ce monsieur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam avant cette matinée-là, on s'est évidemment, comme vous l'imaginez, tombé dans les bras. Et d'ici quelques jours, j'irai 71 Champs-Élysées chez Rolex, me faire fixer mon... Alors, ma mère est... Voilà, le destin, les faits, le hasard, appelons ça comme on veut, a fait qu'elle est morte le jour de son anniversaire. Elle est morte à 2 heures de sa naissance. Et puis, il y a eu une crémation, et dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai conservé son urne chez moi. Mon père ne souhaitait pas avoir l'urne chez lui, donc, très naturellement, je l'ai prise chez moi, et je me suis dit, je ne vais pas la planquer, donc je l'ai posée sur une étagère à côté de ma table à dessin. Et j'ai vécu avec cet objet pendant 4 mois. Il y avait des journées qui passaient sans que je m'en soucie, d'autres journées où, au contraire, il rayonnait d'une espèce de présence parfois un peu insupportable. Je le prenais dans mes bras. Je m'interdisais rien, il ne faut rien s'interdire dans ces moments-là. Et puis, je me suis rendu compte que, une quinzaine de jours avant que cette urne soit mise en terre, puisqu'entre-temps, un caveau avait été construit pour l'accueillir, mais je me suis rendu compte que je vivais mal l'idée qu'elle allait être sous une pierre et ne plus jamais en bouger après avoir été sur cette étagère pendant 4 mois. Et je me suis souvenu que le jour de la crémation, ou le lendemain plus exactement, j'étais allé chercher ses cendres au Père-Lachaise. J'avais sur moi une petite valise et ne me sentant pas ce jour-là de prendre les transports en commun, j'étais rentré à pied à la maison, ce qui faisait à peu près 7 bornes de balade dans Paris, avec ma petite valoche. Et je m'étais senti relativement bien ce jour-là, en me disant c'est assez agréable, somme toute. Je me racontais évidemment que je lui tenais la main et qu'on traversait les rues et que c'était la première fois qu'elle ne me disait pas de faire attention. Et donc, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, voilà, je vais mettre l'urne dans ce sac à dos et je vais faire 2 jours de randonnée en m'arrêtant régulièrement, en faisant étapes dans des sortes de points relais qui seraient à chaque fois des lieux importants pour elle et pour moi, pour notre histoire commune. Le premier d'entre eux étant évidemment la maternité Saint-Antoine dont je vous parlais tout à l'heure. Et pendant les 2 jours qu'a duré cette balade, alors balade que j'ai nommée la balade de Narayama, en vertu d'un film que d'aucuns d'entre vous ont peut-être vu, qui est un film de Shohei Imamura, pratiquement sans parole, mais qu'on n'oublie pas quand on l'a vu, et en vertu d'une tradition qui voulait que dans certains villages pauvres et reculés du Japon du XIXe siècle, on se débarrassait des vieillards et des gens qui, pour une raison ou pour une autre, encombraient la communauté en les amenant mourir de froid au sommet d'une montagne, pour conjurer la perspective de la mort. Avec ma mère, il nous arrivait souvent d'essayer de rire de ça en disant elle me disait, un jour tu feras Narayama. Donc j'ai fait pendant ces 2 jours-là Narayama. Je suis revenu avec 12 dessins sur un carnet en leporello, vous savez, qui se déplie en accordéon comme ça. Et chacun de ces dessins, une fois de retour à la maison, m'a inspiré 2 sonnets. Donc,
je vais vous lire les sonnets en question, et pendant que je vous les lirai, vous verrez défiler les petites images où je me suis permis de me figurer non pas avec mon sac à dos, mais bel et bien avec ma mère accrochée dans mon dos, telle que vous la voyez là. Je la dessine très exactement comme je la dessinais sur ce qu'on appelait mes dessins de frigidaire, puisqu'elle avait toujours sur son frigidaire des petits papiers qui lui permettaient d'écrire la liste des commissions. Et moi, je détournais évidemment ces papiers de leur usage et j'y tenais une petite chronique familiale au fil des années. Donc il y a des centaines et des centaines de petits papiers de frigidaire comme ça qui représentent notre existence au jour le jour. Et donc c'est dans cet esprit que j'ai réalisé ces petits dessins. Donc passons à la lecture, si vous le voulez bien, de ces sonnets. Alors pourquoi des sonnets ? Plutôt que de vous le raconter, je vais peut-être vous le lire parce que je me suis donné la peine de l'écrire dans ce livre. Oui, voilà. Donc la date approche de la mise de tombeau. Le samedi 11 juin 2021, au matin, je mets l'urne dans un sac à dos et pars en randonnée. La promenade dure 2 jours, comme je viens de vous le dire. Samedi, je fais Narayama, une expression que nous avions, ma mère et moi, pour profaner la perspective de sa mort par une allusion drôle à un film d'Imamura qui ne l'est pas du tout, la balade de Narayama, où un fils embarque sa mère sur son dos et l'abandonne en haut d'une montagne pour qu'elle y meure en application d'un rituel euthanasique qui veut que les vieux et les infirmes ne pèsent pas sur les communautés villageoises du Japon rural du XIXe siècle. Dimanche, je fais nom-nom, mot d'enfant d'un petit cousin pour désigner une promenade restée d'usage dans la famille. J'ai sur moi un carnet chinois relié en accordéon et me propose de faire un croquis à chaque étape. Plus tard, j'écrirai 2 sonnets pour chacun des dessins. 12 dessins, 24 sonnets. 2 quatrains et 2 tercets par sonnet, comme il se doit. On peut jouer sur la disposition des rimes. J'ai choisi la forme ABAB, BABA, CCD, DCD. La forme la plus répandue pour les quatrains est ABBA, ABBA, mais je ne raffole pas d'ABBA. J'aime mieux les Who et leur Baba O'Reilly. Le dernier tercet en DCD, qui colle à mon propos, n'est pas une forme française, mais plutôt italienne, hommage à Pétrarque, qu'il emploie dans son Canzoniere au milieu du XVe siècle. Coup de chapeau, en général, aux Italiens d'ailleurs, qui ont inventé le sonnet, mot dérivé du latin qui veut dire petite chanson. Pas la peine de se guinder pour des petites chansons. L'alexandrin, avec sa forme figée et solennelle, va bien à la mort. On ne doit pas se priver de le subvertir, de l'écorner en y glissant des trivialités, des renversements inattendus et des à peu près. La mort nous en inflige toujours. Le premier sonnet français est réputé avoir été écrit en 1536 et publié en 1538. Il est de Clément Marot, natif de Cahors comme ma mère. Clément Marot était poète à la cour de François Ier, né à Cognac comme mon père. Pétrarque a vécu l'essentiel de sa vie dans le Vaucluse. J'ai été élevé en Haute-Provence. Je ne pouvais pas échapper au sonnet. Narayama, samedi 11 juin 2021. Alors je vais vous lire donc l'ensemble de ces sonnets et Dominique m'a fait la grande amitié de composer 3 musiques sur 3 de ces sonnets. Donc quand j'aurai fini ma lecture, on en reprendra 3 qu'on vous chantera sur les musiques en question. Et nous voilà partis vers le grand hôpital. Quartier Saint-Antoine, il existe toujours. Marchant sur 2 piliers, comme en ce jour banal, je nous ai dessinés qui traversons la cour. C'était le mois d'avril, au-dessus du faubourg. J'étais encore caché dans mon abri fœtal. Tu me portais alors, maman, chacun son tour. Je te porte aujourd'hui dans ton petit bocal. Mes pas nous ont menés à la maternité, mais malheureusement, c'était pour constater qu'elle n'existe plus. Et le temps homicide, non content de t'avoir dissoute en son acide, a aussi disposé de ton lit d'accoucher pour lui substituer une unité Covid. Pendant que je faisais le dessin ci-dessous, un gars estropillé, tricotant des béquilles, est passé près de moi. Je l'ai d'abord cru saoul. Il crachait les jurons comme des escarbilles. J'ai compris qu'il venait de filer par la grille, dans l'idée de courir un peu le Guilledou, avenue Dauménil, place de la Bastille, mais qu'on l'avait repris et remis au verrou. C'était un vieux Picard, un ancien boucher, raciste, fulminant. Pourtant, il m'a touché. Il voulait regarder la télé à péage. J'ai sorti quelques sous
pour lui en faire hommage, il m'a dit « Vous pouvez vous passer de télé, vous avez vos dessins et n'avez pas mon âge. » Puis nous sommes allés au palais de justice et nous avons couru sur le grand escalier que tu avais grimpé, comme font les novices, pour prêter ton serment devant un bâtonnier. Et je me souviens du jour particulier où, petite avocate commise d'office, tu as fait libérer un jeune prisonnier qui, sans toi, eût passé Noël à la police. Ta fierté ce jour-là faisait plaisir à voir. Tu avais crânement accompli ton devoir. Où est-il aujourd'hui ? Se nommait Diallo. Il était innocent et portait le chapeau d'un autre Diallo de la Côte d'Ivoire qui faisait le trottoir et jouait du couteau. Tu m'emmenais parfois salle des pas perdus et aussi relever le courrier à la toque. Je n'ai pas souvenir de t'avoir attendu. J'étais en compagnie du capitaine Haddock. Un jour, je m'en allais et je revois le choc que j'ai eu à pousser la porte défendue de la cour au moment où résonnait le toc du marteau qui clouait le sort du prévenu. 10 ans de violon pour s'être promené avec dans le buffet de son cabriolet quelques fusils d'assaut et 5 ou 6 grenades. D'autres fois, je poussais ma petite escapade à la Sainte-Chapelle afin d'y contempler les voûtes étoilées au ciel des arcades. Nous voici à présent devant le Ticadi, un petit restaurant, rue de Saint-Julien, le pauvre, redonnant square Viviani. Peut-être que ces noms ne vous disent rien. En moi, ils font surgir les repas anciens par 2 archétypales anglaises servies, la tourte au potiron et le thé indien, les murs victoriens aux sombres boiseries. Boulevard Saint-Germain, j'avais aussi le droit d'acheter des bouquins dont je faisais le choix dans une librairie désormais disparue, la librairie Dupuis. Et détail saugrenu, le livre que tu as, lecteur, entre les doigts, c'est le même Dupuis qui te l'aura vendu. En faisant ce dessin, entre 2 réverbères, assis sur le trottoir dans les déjections, je m'entends appeler « Emmanuel Guibert, est-ce vous ? Désolé de faire intrusion. J'enseigne l'analyse et l'observation à mes étudiants. Ils sont là, derrière. Et je ne pensais pas avoir l'occasion de rencontrer celui dont je parlais hier dans ce cours de croquis que je donne chez Boulle. Paris est ainsi fait, madame, que sa foule nous ménage toujours quelques coïncidences. Puisque vous êtes là, sachez en confidence que je porte en ce sac, comme la Sainte Ampoule, les cendres de ma mère au fond d'une faïence. « 5 rue du Pin. C'était l'adresse de mamie, Édith, au 3e droite palier. On y sacrifiait les dimanches midi, force charcuterie et un bœuf entier. En ce temps-là, les gens portaient des dentillés. Un jour, à la fenêtre, secouant un tapis, ouvrant un large bec, sans doute pour bâiller, elle vit le sien s'extraire du logis. Et tomber dans la rue, un camion postal qui faisait station reçut sans plus de mal les dents de ma grand-mère qu'un pli ou une lettre. Elle n'eut qu'à descendre en courant pour remettre à sa bouche jolie son souris virginal et monter illico refermer sa fenêtre. Ma mère s'est très bien occupée de sa mère, avec beaucoup d'amour et un grand dévouement. Et tout ce qu'elle a fait, aurais-je su le faire si elle n'était morte prématurément. Comme si par pudeur et par effacement, elle avait prétendu m'épargner le calvaire des enfants devenus parents de leurs parents, qui donnent la béquée et font l'infirmière. J'approuve ton cerveau qui s'est désintégré. De sa brutalité même, je lui sais gré. Pourtant, il eût été peut-être souhaitable de passer un peu plus de temps à notre table, même si pour cela j'avais dû découper la tranche de jambon et le cacher ses câbles.
Nous partons à l'assaut, colline de Saint-Cloud, de ces rues escarpées qui mènent à l'église. Juillet 63, tu as ce rendez-vous au pied de l'autel et sous les vocalises, avec ce fiancé auquel tu es promise, depuis peu revenu de faire le piou-piou. Comme d'autres, tu as connu cette hantise, que le feu d'Algérie te priva d'un époux. Mais il est dans son frac, et voici qu'il dit oui, devant une assemblée de mines réjouies. Il semble de nouveau que l'on soit confiant. Paraphé, le contrat que tend l'officiant, car momentanément, la guerre est enfouie sous un autre contrat conclu à Évian. L'Église n'oublie pas d'être spectaculaire, avec sa grande chaire et son cœur décoré. Elle est d'ailleurs dûment inscrite à l'inventaire, mais les paroissiens se sont évaporés. Et nous remontons seuls dans un rayon doré, l'allée que tu foulas avec mon futur père. À noter qu'elle fut jadis inaugurée par un archidiacre qui se nommait Guibert, et qu'un autre Guilbert, qui travaillait le bois et s'appelait Émile, presque comme moi, a donné son visage barbu à Saint-Jean. On a beau n'être pas acharné de la foi, ma foi, ces clins d'yeux sont assez amusants, qu'ils viennent de Dieu ou de je ne sais quoi. Mais restons à Saint-Cloud, 3 rue des Ténéroles. Tu as vécu ici ta fin d'adolescence, au temps du général et du rock'n'roll, si je puis accoupler les deux sans indécence. J'ai connu la maison qui me semblait immense, désormais une agence du Crédit Agricole ou de la BNP, ça n'a pas d'importance, le passé affilé au long de la rigole. Je me revois entrant dans une chambre noire, essayant d'éviter le rebord d'une armoire. Grand-mère fait le jour en ouvrant les volets. Je viens déposer comme un petit valet à sa mère, dont c'est mon unique mémoire, un bol de café noir avec un peu de lait. Dans la même maison vivait aussi ta sœur et ton frère, tous deux dont tu étais l'aîné. Je les y ai connus, l'une dans sa blondeur et l'autre dans la fleur, comme on dit, des années. J'adorais ma tata, toujours enrubannée. J'adorais mon tonton, un aspirant docteur. Saturne, sous le toit, exhibait dès l'entrée une tête de mort, ainsi qu'à Elseneur, qui me faisait très peur, mais que je voulais voir. Nous sommes ainsi faits. Nous cherchons à savoir, dès le commencement, ce que sera la fin. Et ce crâne que j'ai tenu entre mes mains me racontait déjà cet arpent de trottoir où j'ai l'impression d'être le lendemain. Allez maman, suis-moi, continuons la marche, piquons vers l'Occident, le soleil apparu, nous désigne la rue qui remonte vers Garches, l'école, le collège, le chemin parcouru. Je dis nous, mais je sais que ce nous incongru ne désigne que moi, ma belle matriarche, et que je contrefais, comme un type bourru, mes gestes, mon émoi, ma voix et ma démarche. Peu importe, on s'en fout. Je sais que tout est faux, mais pour un peu de vrai, obstinément il faut remaquiller la vie et mimer le bonheur. Parfois sans préavis, tel un cambrioleur, splendide, déchirant, sans rime et sans défaut, le vrai nous apparaît dans toute son horreur. Merde, pardonnez-moi, c'est le mot que j'ai dit, quand j'ai vu tous les codes et toutes les clôtures qui défendent l'accès à l'ancien logis. Je ne peux plus voler mes pots de confiture. Tout est barricadé, quelle est la forfaiture empêchant un enfant de retourner chez lui? Tu n'es plus un enfant, elle est là, l'imposture. Hâte-toi, s'il te plaît, de pondre ton croquis et retourne à Paris, où t'attend le présent. C'est en redescendant par la rue des Croissants qu'est tombé sur ma tête un formidable orage. Je me suis abrité sous l'auvent d'un garage et j'entendais maman dans mon dos m'engueulant. Va donc te mettre au sec et manger ton potage. Nom Nom, dimanche 12 juin 2021. Place du Panthéon, au quartier latin. C'est sur cet Aventin que juste après ton bac, tu venais vaillamment bûcher le droit romain. Saluons ce matin la vénérable fac. En venant de Soufflot, en allant vers Saint-Jacques, nous affectons tous deux l'air estudiantin. Et comme deux gamins, pris la main dans le sac, nous marchons vers Lubac, où mène le destin. Moi, 20 ans après toi, sur la même montagne, Sainte Geneviève, au pays de Cocagne, j'ai fait aussi la queue devant le Resto U, dans les mêmes cohortes, les mêmes cohues, les générations
refont leur hippocagne et gardent nostalgie de leur tohu-bohu. Entre ici, Jean Moulin, Germaine Tillion, et l'hôtel des grands hommes où logeait ton grand-père, sa façade en photo dans Nadja de Breton, le pigeonnier d'Angot sur le bord de la mer. Nous aurons rendez-vous dans le cimetière, sous la grise pierre et face à l'horizon, que le même Breton, la main en visière, contemplait de concert avec Louis Aragon. Pourquoi se raconter toutes ces anecdotes? Cela m'a toujours plu. Elles sont l'antidote, plus ou moins efficace, à tout ce que la vie nous oblige à bouffer, dont on n'a pas envie. À grande cuillerée, j'en sucre ma compote, avant qu'elle mijote dans la mélancolie. Il faut passer devant le buste de Ronsard, la statue de Bernard et celle de Budet, gentilshommes du guet qui veillent au rempart des sciences, des arts et des humanités, où la rue des écoles s'apprête à verser, dans la houle frivole des grands boulevards, avec M. Bouvard et M. Pécuchet, 5 ou 6 égarés et autres sorbonnards, tu entrais au couloir du Collège de France, dans le but de t'asseoir à quelques conférences, qui flattaient l'appétit que tu as toujours eu pour ce fruit qui mérite d'être défendu, qu'on appelle la pomme de la connaissance, et dans lequel on mord autant qu'on est mordu. Chastel, Duby, Paul Venn, Tuillier, Fumaroli, tu choisissais toujours d'éminents pédagogues, et remplis de ferveur et d'un peu d'ironie, tu me faisais récit de leurs grands monologues. Parfois, nous partions tous les deux en pirogue, aborder aux confins de leur Amazonie, faire l'ascension de leur monte analogue et courir les chemins de l'encyclopédie. Un cours d'André Chastel sur la mouche en peinture, ou l'élégant Duby donnant quelques lectures entre un vieux clodo qui finissait sa nuit, deux amis retraités échappant à l'ennui, s'offrant, extasiés, à l'homme de culture, avec plus de bonheur qu'aux hommes enfuis. Il y avait encore en l'an 61 des gens qu'on appelait photographes des rues. Ils battaient la semelle, un boîtier en main, et prenaient un cliché de vous, à votre insu. Puis, vous le proposaient à un prix anodin. Ce jour-là, vous alliez bras dessous, bras dessus, boulevard Saint-Michel venant de Saint-Germain, un clic-clac, et voilà, le temps s'est suspendu. À droite, on voit les grilles entourant Cluny. Au centre, vous marchez tous deux d'un pas uni. Sur la gauche, un marché propose ses étals. Elles ont beau figer un instant idéal, quel que soit le sujet d'une photographie, à peine est-il saisi qu'il est déjà fatal. Il est toujours ici, ce ruban de bitume. Depuis le temps, sans doute, il fut renouvelé. Chaque chaussée arbore un petit air posthume en se remémorant tous les pas martelés. Parmi les milliards de ceux amoncelés, les vôtres ont laissé un peu de leur écume sur ce mince carton, au rebord dentelé, qui, entre mes 10 doigts, pèse à peine une plume. Oh, certes vos costumes un peu rigoureux n'ont plus cours de nos jours parmi les amoureux, qui, à l'heure où j'écris, remontent le boulmiche, une main dans la main, à l'autre le sandwich, jambon beurre, cornichon, bâtard coupé en deux, et tournent dans le temps, tout comme des derviches. C'est l'heure de rentrer. Le deuxième jour commence à décliner du côté de Boulogne, à moins que ce ne soit plutôt vers Billancourt, bien malin qui le sait dans ces villes gigognes. Si je te fus livré par la blanche cigogne, veux-tu faire avec moi le trajet du retour, à bord d'un autobus branlant comme un ivrogne, pas n'importe lequel, celui de nos amours. On l'appelait pour rire le Sessantatré, car d'un Italien il avait les attraits, surtout en traversant la place Saint-Sulpice, qui te semblait romaine par ses édifices, où le grand de la croix, sur sa croix, est monté, aux saints anges zélés s'offrir en sacrifice. Paris, c'était pour nous les tréteaux d'un théâtre. Tu m'invitais toujours à bien observer la qualité des stucs et le fini des plâtres, et le grand vaudeville sans cesse jouer. Pour ça, rien de tel que la RATP. Chacun son strapontin, et comme auprès de l'âtre, on s'entendait conter les grandes épopées d'anciennes poupées ou de jeunes bellâtres. Un trajet d'autobus, on le peut parcourir, dans l'idée que le temps se doit circonvenir, le regard sur l'écran et le casque aux oreilles.
mais qui nous a fichu des prothèses pareilles. Les décors et les gens, ennuyeux à ravir, nous ne les aimions plus que tous ces appareils. Nous voici revenus à ta porte cochère. La villégiature est maintenant finie. Saluons de la main le boucher, la bouchère, l'épicier kabyle et la boulangerie. Cette rue fut le plus long décor de ta vie, 43 années et quelques poussières. Ta mort a découpé dans la tapisserie un immense pays impossible à refaire. En pensant à mon père qui doit s'habituer à n'être plus jamais à l'endroit où tu es et à déjeuner seul assis à votre table, mais autour de mon cou tes deux mains adorables, et dansons si tu veux un petit menuet. Ne soyons pas muets devant l'insupportable. Dansons d'avoir été une mère et un fils. Dansons à mon amour après que tu es morte. Dansons à ton amour avant que je surgisse. Dansons et plaisantons de ce qui nous emporte. Dansons d'avoir biché à s'en crever la horte. Dansons d'avoir pleuré des larmes de délices. Dansons, les carillons des rires nous escortent. Dansons, je les entends encore, au précipice. Dansons, nous avons fait ce qu'il nous fallait faire. Dansons à ce week-end qu'on passe sur la terre. Dansons sur ce serment que tu fis à 13 ans. Dansons sur ton désir d'avoir un seul enfant. Dansons sur mon plaisir à révérer ma mère. Dansons, ne dansons plus, les deux en même temps. On va donc vous chanter ces 3 petites chansons et ce sera notre façon de nous séparer. Dominique va prendre d'abord un premier ukulélé qui n'a pas encore joué ce soir, qui est magnifique. Dis-nous d'où il vient, raconte-nous peut-être en 2 mots l'histoire. En fait, c'est un ukulélé pendant que je bois un coup japonais de Tokyo. Je crois qu'il a été fait peut-être dans les années 30. C'est un bois semi-précieux peut-être. Mais les cordes de nylon sont modernes. Alors la première petite chanson, elle concerne le Collège de France. Et évidemment, Dominique a composé une musique à coloration un peu médiévale. Médiévale, c'est sûr. Ah mais non, je me trompe. Je sais pas. Oui, non. Je sais. Non, mais on va faire comme on avait dit. C'est bon ? C'est moi qui suis un peu... Je suis un peu troublé. J'ai des circonstances atténuantes, mais... pour que tu n'aies pas à en changer 2 fois, tu vas en rechanger 2 fois. Exactement. Donc on va commencer par une petite chanson que je trouve assez entraînante et qui est celle du photographe des rues. Il y avait encore, en 61, des gens qu'on appelait photographes des rues. Ils battaient la semelle, un boîtier en main, et prenaient un cliché de vous, à votre insu, puis vous le proposez à un prix anodin. Ce jour-là, vous alliez bras dessous, bras dessus, boulevard Saint-Michel, venant de Saint-Germain, un clic-clac et voilà, le temps s'est suspendu. À droite, on voit les grilles entourant Cluny. Au centre, vous marchez tous deux d'un pas uni. Sur la gauche, un marché propose ses étals. Elles ont beau figer un instant idéal, quel que soit le sujet d'une photographie. À peine est-il saisi qu'il est déjà fatal.
deux dernières chansons vont être interprétées sur le même ukulélé, raison pour laquelle il y a eu le petit pataquès il y a quelques secondes. C'est beau, hein, franchement. Magnifique, quand même. Et il envoie, comme on dit. Fait dedans, en fait. Donc voilà la chanson médiévale qu'on vous annonçait tout à l'heure. On tient nos promesses. Il faut passer devant le buste de Ronsard, la statue de Bernard et celle de Budet, gentils hommes du guet qui veillent au rempart des sciences, des arts et des humanités, où la rue des écoles s'apprête à verser dans la houle frivole des grands boulevards, avec Monsieur Bouvard et Monsieur Pécuchet, 5 ou 6 égarés et autres sorbonnards. Tu entres au couloir du Collège de France, dans le but de t'asseoir à quelques conférences qui flattait l'appétit que tu as toujours eu pour ce fruit qui mérite d'être défendu, qu'on appelle la pomme de la connaissance, et dans lequel on mord autant qu'on est mordu. Dansons d'avoir été une mère et un fils, dansons à mon amour après que tu es morte, dansons à ton amour avant que je surgisse, dansons et plaisantons de ce qui nous emporte, dansons d'avoir biché à s'en crever la horte, dansons d'avoir pleuré des larmes de délices, dansons les carillons des rires nous escortent, dansons, je les entends, encore au précipice. Dansons, nous avons fait ce qu'il nous fallait faire. Dansons à ce week-end qu'on passe sur la terre. Dansons sur ce serment que tu fis à 13 ans. Dansons sur ton désir d'avoir un seul enfant. Dansons sur mon plaisir à révérer ma mère. Dansons, ne dansons plus les deux en même temps. 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 Camarade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ma délicieuse amie Colombe, qui est à la programmation de cette salle, m'a appelé il y a quelques jours en me disant s'agirait peut-être d'activer un peu les réseaux parce qu'on n'a pas beaucoup de réservations et on risque de se regarder. Mais non, vous êtes venus nombreux, c'est formidable. Merci de votre présence. Merci.
Oh, je sais peut-être pas. Si, je sais pas, comme tu veux. Non, à vrai dire, alors Dominique et moi, on se reverra tous ensemble parce que dans les temps à venir, on écrit pas mal de chansons ensemble et on est en train de se constituer un répertoire. Et il est possible qu'on affrète même un petit cabaret au mois de mai pour commencer à s'exercer. À vrai dire, on a déjà donné 2 concerts dans des circonstances publiques, une fois à Marseille, une fois à Paris. Et petit à petit, on élargit notre catalogue. Et bon, c'est un immense plaisir pour moi d'être embringué, embarqué sur la barque de mon copain Dominique Cravy, qui a joué avec les plus grandes pointures du jazz, de la chanson française, et puis qui aujourd'hui accompagne Claire Elzière, qui se produit régulièrement en France et qui chante toutes sortes de chansons françaises et pour laquelle d'ailleurs j'ai écrit il y a quelque temps une chanson consacrée à Juliette Gréco. Et est-ce que tu sais pas la jouer au ukulélé? Ça va être un peu compliqué. Je vais vous la chanter a cappella. Donc Dominique m'appelle il y a quelque temps. Il allait donc avoir un disque produit par un producteur japonais qui était le prélude à une tournée dans ce pays. Et ce disque était un disque de reprise de Gréco, mais il proposait qu'on y ajoute une chanson inédite. Et cette chanson, évidemment, devait avoir pour sujet la belle Juliette et reprendre quelques éléments biographiques de son existence. Donc je me suis mis à l'ouvrage et ça donne ça. Il n'y a plus d'avant à Saint-Germain-du-Temps. On ne reconnaît qu'à peu près le Saint-Germain d'après. Jetez pas Juliette dedans les oubliettes, comme le fit la Gestapo. N'oubliez pas Gréco. J'entends encore sa voix grave dans l'escalier de la cave où s'enfumait l'après-guerre entre Odéon et les Saints-Pères à l'hôtel de la Maraude, la seule chambre avec eau chaude où succède un trompettiste à un existentialiste. Tout a commencé là, à Saint-Germain-des-Bois, la première fois qu'elle a chanté à Saint-Germain-d'été. Quelle est cette fillette? Est-ce vous, Juliette? Un pantalon, un caraco, voici venir Gréco. J'entends encore sa voix neuve dans les rues qui vont aux fleuves, où s'enivrait l'après-guerre entre Danton et Garancière à l'hôtel de la Nuit Noire, la seule chambre avec baignoire où succède un guitariste à un crypto-communiste. Passent les décennies à Saint-Germain-des-Prés, ils ont gentiment augmenté à Saint-Germain-des-Blés, sans peur et sans paillettes. Revoilà Juliette, le répertoire est en corbeau, et c'est toujours Gréco. J'entends encore sa voix blême depuis le 21e, en attendant l'avant-guerre, entre Tournon et rue Sugère, à l'hôtel de la vieille dame,
la seule chambre sans Instagram. Par la sortie des artistes, s'en va l'accordéoniste. Par la sortie des artistes, s'en va l'accordéoniste. Merci beaucoup.